Bienvenue pour cette présentation. Bon, alors le titre, très honnêtement, on l'a choisi à l'arrache et maintenant il a fallu que j'assume les slides en conséquence avec le titre. Et si vous trouvez que le temps est trop long durant cette présentation, il y a du café éventuellement. Alors, c'est une vue qui n'est pas exhaustive, qui est plutôt macro de toutes les techniques, méthodes, enfin plutôt méthodes offensives. Alors, je vais présenter à la fois les attaquants, mais aussi les, entre guillemets, les défenseurs. Donc, l'offensif à but défensif, donc pentest et autres. Alors, je vous présente juste un petit code couleur. Vous avez en haut une flèche qui représente le temps. Vous avez les années, donc forcément, vous allez deviner. En blanc, plutôt ce qui va être infrastructure technologie. En orangé, ce qui va être plutôt menace, attaquant. Et en bleu-vert, ce qui est plutôt, on va dire, défenseur. C'est clair, les codes couleurs. Personne n'est daltonien, non? Ah, dommage. Mais regarde, comme les feux rouges. En haut, au milieu, en bas. Tu veux faire. Alors, je ne vous ai pas fait les années 60 à 90 parce que de toute façon, c'était trop long, ça aurait été trop long. J'avais pas envie de faire un historique de toute la sécurité et des méthodes offensives. Juste, en fait, les années, surtout 70-80, c'est les années qui ont vu naître tous les protocoles sur lesquels repose notre informatique d'aujourd'hui, tous les protocoles qui ont été pensés dans un écosystème sûr, parce qu'il n'y avait pas de menace à l'époque. Donc TCP, bah, pas de problème de sécurité. Pourquoi faire de la sécurité, ça sert à rien. DNS, pourquoi faire de la sécurité, ça sert à rien. SMTP, pourquoi faire de la sécurité, ça sert à rien. Et tout ça, c'est à la base de notre informatique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a quelques petits problèmes liés à ça. Autre chose, les systèmes d'information à l'époque n'étaient vraiment pas ouverts, quasiment pas exposés. De toute façon, Internet, ça n'existait quasiment pas sur Internet. Les systèmes d'information à l'époque, donc dans les années 2000, aux alentours des années 2000, c'est un peu avant 2000, un peu après 2000, généralement étaient un peu connectés à Internet. Internet commençait à devenir un média majeur. On commençait à avoir des premières applications web professionnelles. On commençait à avoir de l'e-commerce. Vous savez quel est le premier site d'e-commerce au monde? Premier site d'e-commerce qui vendait des choses contre monnaie sur Internet. Alors, je vous aide, c'est américain. Donc, américain, forcément, c'est de la bouffe dégueulasse. Donc, c'est Pizza Hut. Euh, c'était Pizza Hut. On a vu aussi la naissance des réseaux sociaux. Et donc, voilà, les SI étaient peu exposés sur Internet. Les années 2000 aussi, c'est la naissance de ce magnifique outil Active Directory, donc outil que vous adorez, qui offre tant de possibilités aux attaquants. Les années 2000, c'est aussi le début de la virtualisation. Alors, est-ce que vous savez qui a inventé la virtualisation? Oh, mais oui, mais vous êtes des connaisseurs. La plupart des gens disent: ah oui, VMware. Ah, mais non, moi je connaissais, c'était Connectix Virtual PC, c'était encore un an avant. Non, non, dès les années 70, IBM avait déjà inventé la virtualisation. Donc voilà, début de la virtualisation, ce qui va ensuite amener le cloud. Côté menace, côté attaquant, il y avait surtout les script kiddies à l'époque, finalement, surtout des gamins d'un certain âge, avec le fameux Mafia Boy qui avait fait tomber des dizaines de sites d'e-commerce très importants dans le monde. Je crois que c'était une période de Noël à une époque. Euh, Côté offensif, en termes d'outillage, finalement, il y avait surtout donc ce qu'on appelait à l'époque les Trojans, donc les chevaux de Troie, ou les vers, les virus. Le fameux I Love You dont tu avais parlé tout à l'heure, Code Red aussi dont on n'a pas parlé, qui avait infecté les serveurs 2IS. Donc voilà, c'était vraiment les menaces de l'époque, avec plus une finalité de destruction et encore déni de service, ou en tout cas de montrer un savoir-faire, ou cheval de Troie pour prendre le contrôle à distance et faire des choses. Euh, il y avait aussi à l'époque un des moyens très utilisés, c'était l'exploitation de vulnérabilités existantes. Vous avez le bouclier de la sécurité un petit peu cassé. J'ai passé du temps à chercher les icônes. J'ai passé ma soirée d'hier. Donc là, c'est les attaques sur les failles connues parce qu'à l'époque, le patch management automatisé n'existait pas. Windows Update, c'est 1998. Donc avant, il y avait des choses manuelles, mais voilà, pas de mise à jour automatisée. Et puis en fait, à l'époque, pour pirater, on allait sur Packet Storm, sur BugTrack, sur GeekGirl, on mettait la version de ce qu'on voulait cibler, on avait le code d'exploitation, et puis c'était parti. Enfin, c'est bien sûr. J'ai lu ça sur Wikipédia, monsieur l'avocat. Oui, j'ai bossé certaines choses. Ouais. Côté défenseur, on a vu arriver les premiers scanners de vulnérabilité comme on les a aujourd'hui avec le fameux Nessus, donc Renaud Doraison qui malheureusement a quitté la France pour les États-Unis à l'époque, et ensuite OpenVAS suite à la fermeture du code source de Nessus. Et finalement, ça, ce sont des outils qui servent essentiellement à faire du patch management. Parce que ces outils-là vont vérifier qu'une vulnérabilité connue n'est pas présente sur un système. Éventuellement, on va prendre quelques informations de port, service ouvert, des choses comme ça. Mais c'est majoritairement utilisé pour faire finalement du patch management. On appelle ça des scanners de vulnérabilité. Ça ne fait que détecter des vulnérabilités existantes ou à minima dans la base
de l'outil. Donc là, c'est un petit tableau que vous allez voir se compléter au fur et à mesure. Ça présente en gros les différentes techniques. Je suis désolé, il est en anglais. J'avais manque de temps pour traduire. J'ai pas eu le temps, j'ai préféré prendre une vraie pause plutôt que de refaire ça. En termes de surface d'attaque, ça c'est un sujet vraiment très important aujourd'hui. Les scanners de vulnérabilité, ça a le problématique on doit déclarer ce qu'on veut scanner. Donc on ne peut pas tout scanner malheureusement, et on ne peut pas non plus l'orchestrer, le mettre en continu. On doit manuellement soit le planifier, soit le lancer. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et après, un scanner de vulnérabilité, ça fait pas de priorisation, ça fait pas de contextualisation. Donc finalement, c'est pas mal, mais c'est un premier pas vers la sécurité entre guillemets offensive. Concernant les autres moyens, il y avait aussi notre ami l'auditeur, le pentester, si vous voulez l'appeler comme ça. Dans les années 2000, c'est là qu'on a vu un peu une consolidation du marché sur ce type de prestation qui est devenue une prestation commerciale. Avant, c'était plus des bidouillages. Et aux alentours des années 2000, c'est devenu vraiment un métier avec, alors c'est dommage, il n'est pas là, en particulier l'entreprise HSC qui, dans les années 98-99, je suis allé vérifier sur archive.org, vous avez les premières annonces de prestations de tests d'intrusion. Alors, il y a des précédents aux États-Unis, mais bon, voilà, c'est quelques années avant. Mais bon, ça devient un vrai métier, le métier d'auditeur. Et donc, l'auditeur, c'est un peu plus intéressant que l'outil, le scanner de vulnérabilité. Bon, en termes de surface d'attaque, c'est toujours limité parce que qui a déjà fait un pentest ici ou a déjà commandé des pentests? Bon, vous avez déjà entendu parler du « ouais, limitez-vous à ce périmètre ». Le problème du test d'intrusion, c'est que souvent, on se limite à un périmètre. Et même en général, Christophe en parlait tout à l'heure, de tout ce qu'utilisaient les attaquants comme compromettre des hyperviseurs, parfois des firewalls, des routeurs. De manière générale, c'est exclu des tests d'intrusion parce que bon, voilà, on veut se concentrer sur une application, par exemple. Donc, finalement, le périmètre d'un test d'intrusion, c'est assez limité. Mais après, comme il y a un travail humain, ça permet d'avoir de la qualification, de la priorisation et un vrai plan de remédiation. Alors, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a aussi les red teams qui sont aussi intéressantes à ce niveau. À la fin des années 2000, aux alentours des années 2010, côté infra, on voit surtout l'interconnexion beaucoup plus importante des entreprises avec Internet et l'utilisation, le début de l'externalisation de ces ressources. Typiquement, Amazon EC2, donc les serveurs virtuels chez Amazon, c'est 2006. Azure de Microsoft, c'est 2010. Donc vraiment, dans cette période-là, on commence à avoir des grosses infras. Avant, c'était plein de petits hébergeurs. On n'hébergeait pas forcément tout chez eux. Donc, on commence à avoir des grosses infras chez lesquelles on va externaliser son système d'information. Et il y a aussi le début des services SaaS, donc as a service, software as a service, dans les années 2010, même si j'ai beaucoup de clients qui, à l'époque, étaient très, très méfiants et externalisaient peu de choses ou des choses pas critiques. Il y a beaucoup de méfiance à l'époque. AD, toujours, notre ami, il est toujours là, avec toutes ses vulnérabilités. À cette époque-là, il était un peu ciblé, mais pas tant que ça. Finalement, Active Directory, il n'y avait pas forcément l'outillage ou les connaissances qui font que, finalement, aux alentours des années 2010, ce n'était pas forcément la première cible d'attaquants, en tout cas de cybercriminels. Ça a été un peu, mais pas tant que ça. Écoutez, offensive, on a les vrais cybercriminels qui commencent à arriver et surtout un début de professionnalisation du métier. C'est-à-dire qu'aux alentours des années 2010, avant, finalement, il y avait peu de moyens, c'était compliqué de monétiser. C'était très orienté carte bleue, des choses comme ça. Aux alentours des années 2010, on commence à avoir une vraie professionnalisation. C'est-à-dire que les gens commencent à réussir à gagner de l'argent en faisant des choses illégales. Alors, j'ai quelques exemples. Il y en a un que j'aime bien, un piratage que j'aime bien, enfin, j'aime bien. Je vais me faire taper. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de TJX, où en fait, c'est une entreprise, c'est un fournisseur de Walmart, et les attaquants ont réussi à pirater le Wi-Fi des douchettes de code barre qu'il y avait dans les entrepôts. Et en cassant ce Wi-Fi, on réussi à rentrer dans le réseau, finalement, qui n'était pas très sécurisé. Donc après, on rebondit entre tous les serveurs, se laisser même des notes entre eux sur les serveurs de base de données SQL ou Microsoft, et des petits fichiers texte à la racine en disant ouais, je suis passé par là, j'ai regardé ça, toi, vas-y, continue par là. Et donc, ils avaient réussi à voler, alors, suivant les sources, c'est entre 50 et 100 millions de numéros de carte bleue, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je veux dire, malheureusement, vu la beauté de l'exercice, ils sont quand même fait attraper. Il y avait aussi pas mal de piratage de casinos. Il y avait Subway qui s'est fait pirater toutes ses bornes de paiement dans les restaurants, dans les snacks Subway. Il y a des bornes de paiement qui étaient connectées à Internet qui ont été également piratées. Donc, c'était un peu particulier parce que c'était vraiment un piratage, un mélange d'opportunisme. Parfois, on avait besoin de se déplacer physiquement et c'est très orienté carte bleue, enfin carte bancaire, pardon.
Côté offensif, en termes d'outillage ou de méthodo, il y avait les botnets, avec encore une fois, je fais de la publicité pour la conférence BotConf, donc qui aura lieu dans 3 semaines. C'est vraiment la période où on a vu le plus de botnets, c'est-à-dire ces ensembles d'ordinateurs compromis qui servaient à plein de choses, qui peuvent servir, enfin qui pouvaient et qui peuvent servir à délivrer du spam, donc du mail non sollicité, servir de relais pour aller pirater d'autres choses, également à pirater et à piller les ordinateurs, donc toutes les données qu'il y a dessus, à faire du déni de service également, distribuer. Et ça à plein de choses. Ça, c'est un petit exemple sur le spam. Normalement, j'ai censuré, ça se voit pas. Donc, c'est un client, on va dire, étatique, une banque centrale, on va dire. Et donc là, vous avez les statistiques, les statistiques. Les statistiques de mail. Et sur la première ligne, vous avez finalement le spam. C'est-à-dire que sur les mails légitimes, vous les avez là. Pour 4000 mails légitimes, vous avez à peu près 500 000 mails illégitimes de vrais spam. Et du jour au lendemain, donc moi, je travaillais sur la partie infrastructure. Du jour au lendemain, on passe de 500 000 spams à 80 000 spams. Et vous voyez, le nombre de mails légitimes a à peine doublé, mais voilà. Et donc, on a été réveillé dans la nuit par les gens qui sont en panique, qui nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'infra est tombé, vous ne nous l'avez pas dit. C'est encore vous l'infra, bande de tocards. Bon, on a regardé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un hébergeur américain qui s'appelait McCullough à l'époque, qui hébergeait 90% du spam de la planète. C'est les fameux hébergeurs bulletproof, c'est-à-dire qui vous garantissent que, quelles que soient les réquisitions judiciaires, ils ne couperont pas le réseau, ils ne donneront pas les logs. Bon, cet opérateur, finalement, s'est fait couper de tous ses points de peering, de tous les opérateurs avec lesquels il communiquait. Donc, il s'est retrouvé isolé d'Internet. Et voilà, chute de 90% du spam mondial. Il y a pas mal d'histoires sur le sujet. Même, je crois qu'il y a un article sur Wikipédia, mais vous voyez les chutes des spams mondiaux, mais c'est assez rigolo de voir ça. Donc, voilà, ça, c'est vraiment typiquement de cette époque-là. Et vous avez le fameux DDoS. Les années 2010, aux alentours des années 2010, c'était vraiment l'époque où le déni de service distribué a commencé à vraiment devenir aussi un business, où vous aviez beaucoup de chantage, beaucoup sur tous les sites de paris en ligne, donc beaucoup anglais, où en gros, c'est on défonce le site pendant quelques minutes, après on menace le client en disant voilà, si tu continues, il va bientôt avoir un match de je sais pas quel truc de foot ou autre, et si tu veux ne pas perdre tes revenus et donc perdre ton site web, il faut nous payer. Donc il y avait pas mal de chantage là-dessus, beaucoup vraiment sur les sites de paris en ligne, après sur d'autres sites également. Alors, par contre, selon les cybercriminels, ça ne s'appelle pas des dénis de service, ça s'appelle des stresseurs ou des load tests, donc des tests de débit, voilà, des tests de charge. Voilà. Ce n'est pas du tout un déni de service. Ça, c'est un exemple d'une capture d'écran d'un site que j'avais trouvé à l'époque qui vendait ces services. Et donc, vous aviez, suivant le temps que vous souhaitiez, différentes bandes passantes, différents prix. Donc, voilà, c'était un beau commerce. Par contre, il fallait quand même payer. Le problème, c'est on commençait à avoir les premiers paiements en Bitcoin, mais c'était surtout avec des paiements PayPal à l'époque. Et le dernier point, c'est tout ce qui concernait le marché gris, plus ou moins gris, de tout ce qui concerne les vulnérabilités. Il y avait finalement 2 aspects. Le premier, c'est la revente de kits d'exploitation, en gros des kits tout faits que vous pouviez déployer sur un site piraté et qui permettaient de compromettre les visiteurs de ces sites en exploitant des vulnérabilités dans le navigateur. Il y avait ce premier marché-là. Et le deuxième marché, tout simplement, c'est celui des vulnérabilités, des vraies vulnérabilités, avec vente de vulnérabilités prêtes à l'emploi. Là, je vous ai mis un exemple. Alors, je ne sais plus, c'est dans un article fait avec Brian Krebs, je crois. Un gros document très intéressant sur justement la cybercriminalité de l'époque. Et vous avez les prix des différents kits. Donc, pour quelques milliers de dollars, vous aviez un kit d'exploitation avec des vulnérabilités. Vous pouviez même avoir des mises à jour pour avoir les dernières nouvelles vulnérabilités intéressantes pour compromettre. En général, ça, par contre, c'est que des vulnérabilités connues, donc des ND, pas des vulnérabilités inconnues. C'est uniquement des vulnérabilités qui sont exploitables si la cible n'est pas à jour. Après, vous avez d'autres entreprises comme Feu, ça s'appelait comment en France avant Vupen? Si, c'était Vupen. Feu Vupen française qui est devenue Zerodium en partant à l'étranger, qui par contre, là, vend des vulnérabilités dites zéro day, donc inconnues de l'éditeur avec un certain prix. Donc là, vous avez pour tout ce qui est poste de travail et serveur. Et puis là, vous avez pour les mobiles. Alors, ce n'est pas très, très à jour parce que ça a encore augmenté. Je crois que maintenant, la vulnérabilité Android, elle doit être à 2,5 millions, 3 millions, un truc comme ça. Enfin bon. Mais voilà, après, vous avez une vulnérabilité basique qui ne coûte pas très cher et qui permettent toujours de rentrer. Donc, il y a ces marchés naissants qui sont arrivés à peu près à cette époque-là. Bien sûr, ces vulnérabilités, c'est pour vous protéger. Hein. Ce n'est pas du tout pour attaquer les autres, c'est uniquement pour vous protéger, vous, d'attaquants, bien sûr. En tout cas, c'est le pitch. Côté défenseur, donc défenseur offensif, donc il y a toujours notre cher auditeur qui, lui, n'a pas tant évolué que ça. Par contre, ce que l'auditeur a essayé, au sens large du terme, c'est un peu de standardiser les méthodologies. Donc, aux alentours des années 2010, on voit apparaître des méthodologies, en particulier la PTES,
Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, la PTES, mais c'est une des méthodologies principales pour du pentest. Et vous avez même une fédération qui a essayé de se créer à l'époque, basée sur l'éthique du métier de pentester. Donc, Olivier était à l'initiative de cette fédération avec Hervé, je crois, HSC également. Il y avait Onyx, HSC et d'autres entreprises. Ouais, pour essayer de rendre le métier un peu plus clair, un peu plus propre, un peu plus éthique. Donc il y a cet effort de standardisation un petit peu du marché, mais finalement pas tant que ça de changement au niveau des méthodos. Autre chose qui est apparue aux alentours des années 2010, même si encore une fois ça existait déjà dans le monde militaire aux États-Unis, mais c'est plus la génération des modes Red Team, c'est-à-dire en gros des opérations qui visent vraiment à rentrer, quels que soient les moyens, avec un périmètre beaucoup plus large, ne pas se limiter à un seul périmètre, mais en général vraiment uniquement rentrer, c'est-à-dire soit pour stresser et entraîner le SOC, soit pour prouver qu'on peut rentrer et aller chercher par exemple un drapeau, un flag à l'intérieur. Et autre outil qui finalement n'a pas évolué dans les années 2010, c'est le scanner de vulnérabilité, encore avec des vulnérabilités supplémentaires, mais pas vraiment d'évolution tant que ça. Ça a été complété, mais ça n'a pas évolué. Dans les années 2015, là par contre, c'est le cloud n'est plus un frein, donc tout le monde va vers le cloud. Il y a de plus en plus d'externalisation vers le cloud, pas encore vers le SaaS, mais le cloud de plus en plus. AD, il est toujours là. Sauf que le problème, c'est que dans les années 2015, on commence à avoir des véritables outils qui permettent d'aller casser de l'AD. On en reparlera tout à l'heure. Côté cybercriminalité, là aussi, ça s'organise. Ça s'organise différemment. Ça devient vraiment un métier. Ça se professionnalise vraiment. C'est organisé. C'est presque assimilable à des mafias. Parfois, il y a même des liens avec les vraies mafias à l'ancienne. Après, c'est toujours plus facile de pirater depuis un PC de l'autre bout du pays que de devoir transporter de la drogue. C'est compliqué. Faut faire pousser, il faut la transformer, etc. Faut des mules. C'est très compliqué. Alors que finalement, avec un PC, quelques bons ingénieurs, ça suffit. Il y a peu de chances de se faire attraper. Et AD, notre cher AD. Donc là, AD, malheureusement, AD de base, c'est cassé. Le concept même d'Active Directory, il est cassé parce que sécuriser un Active Directory, je pense que c'est quasiment impossible. Alors, j'ai arrêté les tests d'intrusion interne Active Directory il y a quasiment 1 an et demi, 2 ans. Mais dans 100% des cas, on a toujours réussi à rentrer et à prendre le contrôle complet de l'AD. Et pourtant, on a travaillé pour des comptes qui étaient quand même assez importants. Le problème, c'est que c'est bourré déjà de vulnérabilités, qu'il y en a tous les mois sur les serveurs, bourré également de faiblesses et que c'est tellement complexe à administrer, il y a tellement de fonctionnalités, il y a tellement de protocoles qui datent de je ne sais pas quelle année, qui sont plus regardés, ce qui fait que régulièrement, il y a Petit Topotam qui devait passer à l'OCIR faire une présentation sur des vulnérabilités qu'il avait trouvées tout simplement en regardant toutes les documentations des vieux protocoles et en trouvant des failles à certains endroits. Malheureusement, AD, c'est un peu cassé. Évolution, alors là, il y en a des tartines et des tartines. Ça, c'est proche fin 2015-2020. Mais finalement, on se rend compte que les SI sont troués malheureusement de partout. Il y a des vulnérabilités partout, sur toutes les applications, sur tous les serveurs, sur tous les services. Et même là, même au-delà de ça, les gens n'appliquent pas les correctifs de sécurité ou mal ou pas assez tôt. Il y a une présentation que je vous recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu, le panneau crime du Clusif d'il y a 1 an, donc 2022, où Sad Kadi, qui est le responsable du CRTU, était venu faire une présentation. Et ce qu'il disait, c'est que lui, c'est un cadre un peu particulier, c'est pas non plus le tout venant, mais ce qu'il voit, c'est que 4 heures après la publication d'un correctif, le code d'exploitation est déjà créé et exploité contre les actifs du CRTU. 4 heures, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai des clients, leur planning de patch, c'est alors au bout d'1 mois après la publication du correctif, on déploie en pré-prod, 1 mois après en prod. Bon, voilà, vous êtes déjà mort. Il y a également tout ce qui est erreur de configuration cloud. J'inclus tout ce qui est piratage de fournisseurs. Enfin, très honnêtement, ça devient très, très, très compliqué de sécuriser un système d'information. Il y a pas mal de piratage de renom aux alentours des années 2015. Il y a les autorités de certification Komodo et DigiNotar qui sont faites pirater. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Là, les autorités de certification sont mortes puisque des gens ont tout piraté, ont récupéré les clés, ont généré les certificats qu'ils voulaient. Genre, il y a eu même des étoiles.com, étoiles.fr, ce qu'ils voulaient. Apparemment, c'était piloté par l'Iran. Effectivement. Il y a également le piratage de RSA à l'époque, enfin beaucoup de piratage de renom. Et, ah oui, et des fuites de données de partout. Bon, ça, c'est un petit site que je trouve intéressant parce qu'il présente les fuites de données à partir de 2004. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'elle va marcher la vidéo? Ouais. Oui, il n'y a pas beaucoup. 2010, 2011, 2013. Ah, ça commence. Oh là, Yahoo, 1 milliard. 2017, voilà, c'est bon, c'est la catastrophe. Maintenant, il y en a tous les jours. Enfin, là aussi, ça devient compliqué. Et notre ami à tous, le ransomware, dû à différents facteurs,
à la fois la professionnalisation, l'amélioration des compétences des attaquants, également des moyens de monétiser. Finalement, les monnaies, les crypto-monnaies facilitent en tout cas la monétisation d'attaquants. Et donc, en fait, c'est pour ça que les ransomware, à partir de 2015, il y en a tout le temps, partout, ça devient quasiment du quotidien. Finalement, aujourd'hui, il y a deux principaux moyens pour compromettre un système d'information et rentrer. C'est le phishing, j'envoie un mail piégé, classique, et les 50 autres pourcents, c'est 49 et 49, mais il y a encore 2% de pas grand-chose. Et l'autre principal moyen, c'est je pirate quelque chose d'exposé à Internet. Un site web, un PHP, j'en ai vu un hier, un PHP-MyAdmin qui commence à être installé et qui a été oublié et qui donne les accès complets au serveur, donc on peut exécuter du code et rebondir. Enfin, toute application comme ça déployée sur Internet, un firewall qui n'a pas été à jour dans le code d'exploitation d'une vulnérabilité est sorti, des choses comme ça. Donc vraiment, les deux principaux moyens qu'utilisent les pirates, c'est essentiellement ça, phishing et pirater un truc exposé à Internet. Côté défenseur, on a toujours notre petit auditeur bien seul. Donc lui, il s'est amélioré parce que maintenant, son écosystème essaie de le standardiser. Donc il y a des choses qui sont sorties comme PASI pour les OIV qui essaient d'imposer un minimum de qualité à la fois technique, mais aussi documentaire, enfin livrable. Il y a le CREST pour la partie anglaise. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui visent à un peu essayer de normaliser le métier puis apporter vraiment un standard de qualité. Parce qu'il y a quand même beaucoup de margoulins dans le domaine. Comment? Oui, il y a le RGS avant, effectivement. Oui. On voit également apparaître dans ces époques-là un nouvel outil, encore une fois, je le considère comme offensif, mais pour le défensif, qui s'appelle tout ce qui est Vulnerability Management Tool. En gros, certains appellent ça du triage. C'est un outil qui est censé se connecter à tous vos outils qui trouvent des choses, tout corréler, et puis vous trier ça pour essayer de vous prioriser ce qu'il faut corriger. Donc en fait, les Vulnerability Management Tools, c'est pas mal. Finalement, ça fait rien en soi. Ça ne pilote rien, ça ne fait que récupérer les informations et ça vous permet surtout de contextualiser et de prioriser. Mais le problème, c'est que c'est un outil supplémentaire qui n'apporte pas de plan de remédiation supplémentaire, qui n'apporte pas de suivi. Et donc, malheureusement, ce n'est pas du tout suffisant, surtout par rapport aux menaces. Côté défenseur, offensif, encore une fois, on a un nouveau concept qui arrive, c'est le bug bounty. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est le bug rémunéré, la prime au bug et à la vulnérabilité. Les premières traces dateraient apparemment de 1995 chez Netscape, où ils avaient fait ça en interne à l'époque. Et ensuite, il y a HackerOne qui est créé aux États-Unis en 2012. Et chez nous en France, YesWeHack, c'est 2015. Donc, c'est je rémunère quelqu'un s'il trouve des vulnérabilités sur mon système d'information. Alors ça pose c'est pas mal, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà, en termes de surface d'attaque, finalement, vous ne déclarez au programme de bug bounty que ce que vous souhaitez déclarer au programme. Donc, vous n'avez pas forcément l'exhaustivité de ce qui vous concerne. Le fait de la surveillance en permanence n'est pas assuré parce que finalement, ce n'est que quand ces humains-là, vous ne savez pas qui c'est d'ailleurs, enfin, nommément, travaillent pour vous, travaillent sur votre système d'information. Ils sont censés vous garantir que c'est en continu en permanence, mais ce n'est pas forcément le cas. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a de l'humain, donc on a une bonne qualification, on a une bonne contextualisation, on a un plan de remédiation, etc. Un des défauts du bug bounty que je n'ai pas indiqué là, c'est qu'en fait, en général, quand vous définissez un programme de bug bounty, vous définissez un pot, une somme, et en fait, chaque vulnérabilité qui a été trouvée va puiser dans cette somme-là. Mais quand cette somme, enfin, il n'y a plus d'argent dedans, il n'y a plus de bug bounty, donc c'est fini. Donc vous devez à nouveau remettre au pot. Ce qui fait qu'il y a un problème de prévisibilité du coût de ça par rapport au système d'information. En général, le bug bounty, c'est quand vous avez un certain niveau de maturité. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait de sécurité de votre vie, ne faites pas ça. Enfin, c'est suicidaire. Ou alors, enfin, si, moi je veux bien le faire, hein, donnez-moi l'argent. Enfin, on se rapproche aux alentours des années 2020, donc là, ça commence à être très récent. Côté infrastructure, bon, voilà, il n'y a plus de limite. Tout le monde dans le cloud, tout le monde dans le SaaS, plus de problèmes, RGPD, mes données souveraines, etc. Pff, allez hop, on y va. Malheureusement, c'est le cas. Je me souviens d'une époque qui était plutôt par là, où j'avais des clients. Déjà, la mutualisation, c'était un mot vulgaire, il ne fallait même pas en parler. Externaliser les données, c'était hors de question. Héberger les données d'une application en dehors du système d'information, on se faisait insulter. Et quelques années après, moins de 10 ans après, moins de 10 ans après, on se retrouve avec tout sur Internet, tout sur Office 365, sur Azure, etc. Après, dans certains cas, c'est pour ça, je rejoins un peu la question que je te posais, c'est que malheureusement, dans certains cas, on est presque mieux sécurisé sur un Azure moyen que sur son propre système d'information. Par contre, ça a un coût qui est délirant. Donc Microsoft, voyant que Active Directory de base, c'est vraiment tout cassé, a fait Azure AD. Alors c'est pareil, c'est tout cassé, mais c'est du pur web.
C'est cassé différemment. C'est cassé différemment, c'est tout nouveau, c'est du pur web, ça n'a rien à voir entre guillemets avec Active Directory. Par contre, c'est un tel niveau de complexité avec de fonctionnalités qui évoluent tellement, donc vous allez vous tromper sur les configurations. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de moyens de compromettre ça. Rien que par exemple avec un accès Teams, si vous compromettez un téléphone qui a un Teams, vous avez accès à plein d'informations, vous pouvez me rebondir sur les SharePoint. Enfin voilà, c'est très compliqué à sécuriser, mais c'est web. Voilà. Côté offensif, donc là encore une meilleure organisation. Là, la cybercriminalité, c'est totalement professionnalisé. Chacun a un rôle, des responsabilités. Il y a un papier de je ne sais plus qui parle du monde de la cybercriminalité avec les rôles de chacun, même la déprime des petites mains. Tu te souviens? Et donc au document que je vous recommande, qui présente vraiment l'écosystème où c'est vraiment une petite entreprise, avec ceux qui font les basses tâches, basse besogne, avec une certaine hiérarchie, avec les anciens, la core team qui développe vraiment les outils utilisés par les autres. Il y a même certains qui ont des programmes de bug bounty internes sur leurs propres outils. Il y a des programmes de ressources humaines, il y a de l'embauche. Enfin, c'est une vraie startup, quoi. C'est Startup Nation. Bon, par contre, il ne faut pas avoir peur d'aller en prison. Bon, là, ça, je passe très rapidement, mais c'est le phishing toujours et encore. Les menaces, les mêmes sont toujours là. Côté exposition sur Internet, là, il y a eu un changement aussi. Alors, c'est pas tout à fait de 2020, c'est un peu avant. 10 secondes ou 10 minutes? En fait, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que tout le monde scanne Internet. Avant, lancer un scan Nmap, on avait peur, c'était presque illégal. Aujourd'hui, tout le monde scanne Internet. Alors, vous avez des solutions comme Onif, le Shodan français, mais en mieux, qui font ça. Mais vous avez tout le monde scanne Internet. C'est-à-dire que de toute façon, les cybercriminels, l'ANSSI le fait, bien sûr. Avec, ça s'appelle plus Ivre, ça s'appelle. Ça faudra couper si c'est possible. Ouais. J'ai plus le nom Sentinelle, non, je sais plus, j'ai plus le nom de. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, enfin voilà, tout le monde scanne Internet. Il y a du préventif, mais surtout aujourd'hui, les cybercriminels scannent Internet continuellement, soit en préventif entre guillemets pour essayer de prendre des marques sur ce que vous avez. Et éventuellement, quand ils trouvent une vulnérabilité, ils disent ah oui, dans ma base de données, je sais que un tel a telle techno, telle version, j'ai un exploit, j'y vais. Ou alors, suite à la publication d'un exploit ou d'un correctif dont ils ont sorti l'exploit, là, ils vont scanner Internet pour trouver les cibles vulnérables et ensuite dérouler leur process pour compromettre. Donc ça, c'est vraiment un fait. Il n'y a pas de sujet, malheureusement, c'est comme ça. Alors ça, c'est juste une blague que j'avais faite quand j'avais fait la veille de l'OCIR. C'est fin 2020, j'avais présenté les gros incidents de sécurité, vulnérabilité de l'année. Il y en avait quelques-uns. J'ai appris cette image de Independence Day 1, où on voit le gros vaisseau qui arrive sur New York. Et donc, on était début 2021. Et donc, on voit l'extraterrestre qui fait Hold My Beer. Et début 2021, le premier trimestre 2021, il y avait une quantité de vulnérabilité, de compromission, de folie. Et maintenant, c'est tout le temps comme ça. Je ne sais pas si vous suivez la veille sécurité de l'OCIR ou le CERT-FR. C'est hallucinant. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a les semaines où il n'y a pas d'incident, c'est bien, mais c'est rare. Ça devient vraiment catastrophique. Donc, il faut s'outiller. Et donc, comment on s'outille? Ah oui, alors je parle juste. Donc, les ransomware, bon, là encore, ils sont très bien, ils sont là. Ça devient même banalisé. C'est-à-dire que avant, c'était un événement exceptionnel, c'était gravissime. Aujourd'hui, c'est banal, quoi. Un ransomware, finalement, qui s'en inquiète plus que ça aujourd'hui quand il dit dans la presse des ransomware? Il y en a tout le temps, partout. Et je repense ce que disait Christophe sur les gens qui l'appellent en disant ah, vous êtes piraté, mais ah, c'est pas un ransomware, donc ça va. Ouais. Et donc, côté défenseur, finalement, il y a toujours notre auditeur. Notre auditeur, il a trouvé un nouveau moyen de se commercialiser assez récent. C'est, alors je le fais à l'anglaise parce qu'en français, c'est pas ouf, le PITAS. Parce qu'en français, ça fait pétasse, c'est pas génial. Donc le pentest de service, où là, finalement, c'est des entreprises qui vous vendent une certaine quantité de jetons de pentest que vous utilisez quand vous voulez et qui permettent, entre guillemets, d'avoir du pentest quand vous le souhaitez. Vous dites, voilà, là, j'ai besoin de tel truc, ça me coûte 10 jetons. Moi, j'en ai acheté 50, hop, je mets 10 jetons sur telle appli, puis 20 sur tel truc, et ça fait comme du pentest de service, avec des plateformes qui consolident tout ça à la demande. Donc ça, c'est pas mal, le pentest de service. Vous avez tout le côté humain intéressant. Par contre, on a toujours les mêmes problématiques concernant le continu et la partie surface d'attaque. Je passe rapidement. Et le avant-dernier élément, c'est l'IASM.
External Attack Surface Management, j'aurais dû vous le noter parce que le sigle est un peu long. C'est le fait finalement de faire, c'est exactement ce que fait ONIF ou Shodan, c'est-à-dire vraiment de cartographier en continu ce que vous avez en prenant en listant les services, les bannières qui sont exposées pour après essayer de dire voilà, ah là j'ai telle bannière Apache, telle version, ah je sais qu'il y a une vulnérabilité. Le problème de ça, hop, je passe à mon slide. Le problème de ça, donc c'est pas mal en termes de surface, mais ça manque, c'est encore une fois pas exhaustif. Le côté continu, on l'a quasiment, mais pas totalement. Mais le problème de cette solution, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez avec une quantité dingue de données. Et ce qui est compliqué, c'est de savoir ce qui est pertinent dans ces données. C'est-à-dire que vous avez des milliers d'informations sur des ports ouverts, des bannières, etc. Mais comment savoir ce qui est vraiment intéressant? Ça, c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui. En gros, très honnêtement, l'IASM, c'est pas fait pour les entreprises. L'ISM, c'est fait pour les entreprises clients finaux. C'est fait plutôt pour les SOC, les CERT, les équipes spécialisées qui vendent des services. Mais il y a trop de données qui sont sorties pour ça, pour des entreprises normales. Ça demande vraiment une grosse expertise. Et le dernier élément, alors, j'ai pas trouvé de nom parce qu'en fait, j'ai lu le dernier Gartner qui parle de ça et ils appellent ça parfois exposure management. Moi, j'appelle ça external posture management. C'est la gestion de l'exposition finalement. Ça revient un peu à un radar où là, par contre, l'idée, c'est vraiment de, en continu, tout le temps, tout vérifier. Et surtout, avoir un côté simplification. C'est-à-dire que malheureusement, les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le temps de se retrouver avec des centaines d'informations à trier. Il faut leur dire, voilà, aujourd'hui, là, la vulnérabilité, c'est celle-là qu'il faut corriger. Il y a tel problème, c'est ça que tu dois corriger. Et alors ça, c'est une notion qui commence un petit peu à apparaître, mais qui n'est pas complète. Alors bien sûr, c'est magique, ça coche toutes les cases, mais je refais la même présentation dans 2 ans, et puis je vous dis, ah mais non, c'est pas suffisant, il faut maintenant ça et ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il y a de plus pertinent, de plus efficace. Donc voilà, plein de petites icônes. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que même l'offensif à but défensif est quand même à la traîne par rapport aux attaquants. Il y a quand même un retard. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les systèmes d'information ont beaucoup évolué, sont de plus en plus complexes. Ça devient très difficile de maîtriser son système d'information. Et le dernier point, c'est que finalement, hop, je me suis trompé. Finalement, c'est pas inquiétant que le défenseur même offensif ne soit pas suffisant parce que ça n'est un maillon de la chaîne de la sécurité. C'est-à-dire que sur la sécurité, il faut faire du préventif. Ça en fait partie. Il faut aussi faire de la sensibilisation, il faut aussi faire de l'architecture, du durcissement, etc. Il faut aussi être capable de détecter les intrusions et surtout de répondre à un incident de sécurité. Voilà, ce n'est qu'un tout petit bout de la sécurité. Et c'était mon dernier slide. Je terminerai juste sur 2 blagues. Celle-là, je l'aime beaucoup. Quand je donne des cours, je la montre souvent parce qu'elle est rigolote. Il ne faut pas s'acharner sur les utilisateurs, mais en gros, c'est l'excès de solutions de sécurité face à Dave, qui finit toujours par cliquer sur le mauvais lien dans une pièce jointe. Donc bon, faut pas le blâmer. Et celle-là, je l'aime bien parce que le RSSI, bon, c'est quand même un peu compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup de brèches et il a beau mettre plein de choses, même des EDR, etc. C'est toujours compliqué pour lui.